Bonjour à tous et bienvenue à ce 260e briefing. Ça commence à compter beaucoup. Euh, c'est euh, c'est comme tous les jeudis un menu complet avec en entrée l'économie, en plat de résistance la politique intérieure et en dessert l'international. Et le menu a été composé et va être décliné par Igor qui sera tout seul. Alors, si vous avez des questions sur ces trois rubriques, posez-les assez vite. Ça permettra à Igor de se reposer un peu la voix et de faire une petite pause pendant qu'il réfléchit aux réponses à vous apporter. Igor, bonjour à toi et je t'en prie, la parole te revient. Merci Yann, bonjour à tous. Alors je vais commencer effectivement par la rubrique économique avec le fameux rendez-vous annuel de l'économie en Russie que tout le monde connaît, qui est le Forum international de Saint-Pétersbourg qui s'est ouvert. Alors comme le forum se déroule en ce moment même et jusqu'en fin de semaine, il est un peu prématuré de commencer à essayer de tirer un bilan de cette session 2025. On a déjà entendu des signaux et entendu et lu certaines choses. Donc, je m'abstiendrai de commenter vraiment l'actualité économique liée à ce forum parce que les annonces vont tomber en heure par heure et jusqu'à demain sur les investissements réalisés ça et là par tel ou tel investisseur russe ou étranger. On y reviendra donc certainement plutôt la semaine prochaine. Il y a eu en revanche l'entretien accordé par Vladimir Poutine à des correspondants de presse étrangers issus des pays inamicaux qui s'est déroulé hier soir. Ça, je vais en parler juste après. En revanche, c'est plutôt le contexte autour de l'ouverture de ce forum et un certain nombre de déclarations que j'ai relevées ces derniers jours dans la presse de la part de hauts responsables économiques russes qui est intéressant à prendre en compte et à confronter avec effectivement la tenue de ce grand rendez-vous annuel. Il y a eu un certain nombre de déclarations et en fait qui envoient donc des signaux contradictoires. Pourquoi contradictoire? Parce qu'on a eu des déclarations, notamment de Monsieur Novak, Alexandre Novak, donc ancien ministre de l'énergie dans le précédent gouvernement, qui est actuel vice-premier ministre, qui a eu des déclarations qui consistaient à dire qu'il fallait trouver un nouvel équilibre entre croissance économique et ralentissement de l'inflation, que c'était un défi, un enjeu selon lui. D'autre part, Monsieur Arishkin, qui lui également conseiller économique de Vladimir Poutine, s'exprimait le 16 juin à Toula dans une session de stratégique liée à l'économie et qui expliquait que le modèle de croissance russe actuel avait atteint ses limites et qu'il avait permis certes à la Russie d'encaisser le choc des sanctions, d'encaisser le choc des pressions extérieures, mais que ce n'était pas un modèle pérenne sur le moyen terme, qu'il fallait repenser ce modèle, se concentrer sur l'augmentation de la productivité et de la compétitivité à long terme, investir dans la qualité de l'administration publique, dans les conditions de l'entreprise privée, signal intéressant, il a parlé d'investissement comme facteur clé du développement, évidemment, et que seul l'investissement dans les infrastructures, selon lui, la technologie et le capital humain nous permettra d'assurer une croissance durable. Donc, deux quand même dirigeants économiques de premier plan qui s'expriment de manière, on va dire, relativement critique sur la situation actuelle de l'économie russe. Je rappelle que le ministère du Développement économique continue de tabler sur une croissance de 2,5% pour 2025, ce qui est optimiste parce que quand on regarde les prévisions d'institutions internationales comme le FMI ou la Banque mondiale, il y a plutôt des prévisions qui sont dans la fourchette entre 1 et 1,5%. Donc plutôt de l'optimisme du côté du ministère du Développement économique. Alors ça, c'est pour le regard relativement critique et donc des déclarations qui sont faites à quelques jours de l'ouverture de ce forum économique de Saint-Pétersbourg. Et à côté de ça, on a d'autres déclarations d'autres dirigeants économiques. Monsieur Mantourov, par exemple, premier vice-premier ministre également, dirigeant économique de premier plan, s'il en est, qui déclare, qui rappelle que des entreprises américaines restées en Russie continuent d'y travailler, ce que bon, on sait a priori, et que d'autres qui ont fait le choix de la quitter, mais avec des options de retour, commencent à manifester leur intérêt pour revenir en Russie. Et Monsieur Mantourov, donc, de parler d'une commission par laquelle devront passer ces entreprises qui souhaitent revenir en Russie après l'avoir quittée
commission sur les investissements étrangers qui statuera donc sur l'opportunité pour le gouvernement russe de les laisser rentrer sur le marché russe ou pas, en fonction à la fois du niveau de localisation qui sera proposé par ces entreprises pour produire en Russie, et d'autre part sur les compétences évidemment qu'elles possèdent, bon, et surtout sur les conditions de leur sortie du marché russe. Est-ce qu'elles sont sorties, je dirais, avec pertes et fracas? Est-ce qu'elles sont sorties en jouant le jeu des règles qui avaient été posées par le gouvernement russe pour quitter le marché après 2022? Donc tout un tas de conditions qui sont énumérées. Autre déclaration, celle de M. Chebeskov Ivan, qui est le vice-ministre des Finances, qui a accordé un long entretien à RBK et qui énonce justement ces trois principes pour le retour des investisseurs étrangers, donc dans le cadre de cette commission, hein, visiblement. D'abord, il réaffirme dans un premier principe que la Russie est intéressée par les investissements directs étrangers et cherche à attirer les investissements directs étrangers, quand même important de le rappeler. Deuxième élément, que dans le cas d'un retour de ces entreprises, eh bien, il y a évidemment des exigences sectorielles qui seront établies sur le niveau, donc j'ai dit, de localisation de la production et sur l'utilisation de solutions nationales russes prioritairement sur des solutions étrangères. Alors, ce qui, suivant le secteur et suivant l'industrie, évidemment, peut poser problème, parce qu'il y a évidemment des secteurs dans lesquels les solutions russes existent parfois depuis longtemps, et puis pour lesquels, bon, qui sont fonctionnels. Mais sur d'autres secteurs, en revanche, il y a évidemment des verrous technologiques, des verrous que les entreprises russes ne sont pas nécessairement parvenues à dépasser a fortiori dans un contexte de sanctions. Et donc là, en l'absence de solutions étrangères, eh bien, on voit mal comment on peut, pour ces domaines-là, progresser. Donc, il y a cette conditionnalité-là qui est posée, et un troisième élément qui est celui, évidemment, de la présence d'un actionnaire russe qui est présenté comme nécessaire, si ce n'est indispensable, à partir d'un certain volume de production. Hein, si c'est une production qui est confidentielle, qui ne nécessite pas d'investissement majeur, bon, il n'y a pas forcément cette condition qui s'appliquera. En revanche, pour des volumes plus importants, il y aurait cette idée d'introduire un actionnariat russe. Et évidemment, troisième principe, celui-là, ils vont regarder évidemment les conditions de départ des entreprises. Pour celles qui ont fait le choix de partir avec une option de retour, qui activent cette option de retour aujourd'hui ou demain. Et évidemment, les conditions de départ seront jaugées. Donc c'est vraiment deux sons de cloche quand même assez différents dans la tonalité, qui sont donc évoqués à quelques jours du forum, étant entendu que aujourd'hui, M. Rifetnikov, ministre du Développement économique, depuis Saint-Pétersbourg, a parlé d'indicateurs qui démontrent que l'économie russe serait sur le point d'entrer en récession. Donc là aussi, plutôt une sonnette d'alarme qui est tirée, alors qu'il y a des prévisions de ce même ministère que j'ai évoqué tout à l'heure qui continue de tabler sur une croissance à 2,5%. Donc des signaux contradictoires. Contradictoires avec quoi? Avec des développements qui sont intervenus ces derniers jours concernant des nationalisations ou des déprivatisations. Ça aussi dans le contexte des affaires, parce que je rappelle que quand même tout à l'heure, un des éminents figures économiques parlait d'améliorer les conditions pour entreprises privées. Et bien là, il y a eu la confirmation de l'attribution à Rossimuchestvo de l'aéroport de Domodedovo. Hein, j'en avais parlé donc cet hiver lorsque les propriétaires donc, de l'aéroport de Domodedovo, donc qui est un des principaux aéroports moscovites, qui sont des Russes, deux personnalités russes, deux personnages russes peu connus, hein, mais qui, à travers une série de holdings, possèdent l'aéroport de Domodedovo, se sont vus donc dépossédés de leurs actifs au motif qu'ils détenaient une double nationalité. J'avais évoqué cet hiver le fait qu'il y avait un double passeport israélien, russe-israélien pour l'un et un passeport des Émirats arabes unis pour l'autre, que Domodedovo est un actif stratégique et que, au motif donc de ce caractère stratégique et du fait que ces personnes disposaient d'une double nationalité, ils ont donc été dépossédés de leurs actifs, et cette dépossession a été confirmée par la Cour d'arbitrage de Moscou, là aussi à la veille de l'ouverture du Forum économique de Saint-Pétersbourg. Donc signal intéressant. Et deuxième signal dans la même veine, à l'autre côté de la Russie, au Kamchatka, à Petropavlovsk-Kamchatsky, Rossimuchestvo est devenu propriétaire de la société qui administre le port de commerce de Petropavlovsk-Kamchatsky, qui a été donc retiré là aussi à le propriétaire précédent, donc qui était une personnalité russe, au motif qu'il y avait des faits de corruption avérés
imputées à cette personne et par conséquent des privatisations. Donc là aussi, ça s'était confirmé la veille ou à quelques heures de l'ouverture du sommet. Donc effectivement, quand même des signaux contradictoires à l'heure où on cherche à investir, à attirer quand même des investissements étrangers. Je rappelle qu'il y a un certain nombre de pays étrangers qui sont invités au forum à titre officiel, hein, le Bahreïn, le Vietnam, l'Indonésie. Il y a plusieurs chefs d'État et de gouvernement étrangers non occidentaux, hein, qui sont représentés. On annonce manifestement, alors ce sera à suivre, des investissements d'un certain nombre de ces pays dans l'économie russe. Et parallèlement à cela, évidemment, il y a un contexte et des affaires qui continuent de se produire et qui pourraient inviter à la prudence un certain nombre d'investisseurs étrangers. Donc ça, évidemment, c'est à suivre en parallèle de ce que j'évoquais en introduction, à savoir les annonces qui seront données concernant un certain nombre d'investissements réalisés par des investisseurs russes ou étrangers en Russie. Deux petites nouvelles pour conclure cette rubrique économique. Tout d'abord, le gouvernement russe a débloqué 1,5 milliard de roubles pour la région de Krasnodar afin d'éliminer les conséquences de la marée noire ou de la pollution des plages liées, vous savez, au chavirage de plusieurs tankers cet hiver. Arnaud en avait parlé en décembre dernier. Il y a un peu plus de 2400 tonnes de produits pétroliers qui s'étaient déversés au large de Taman et de régions touristiques, hein, de Taman et d'Anapa, à cause d'un mauvais temps qui avait fait chavirer ces navires, et qui n'étaient pas nécessairement d'ailleurs en très bon état. L'ensemble des dommages causés était évalué à l'époque, et jusqu'à aujourd'hui, c'est la seule évaluation qu'on trouve, à 85 milliards d'euros, ce qui est quand même pas rien. Sauf que l'État a décidé de débloquer, non pas d'éponger les 85 milliards estimés, mais en revanche d'éponger à hauteur de 1,5 milliard les frais liés à l'élimination des conséquences, notamment pour les plages. Je rappelle que le sud de la Russie est évidemment une vaste zone touristique, qu'on est en pleine saison touristique et qu'un certain nombre de municipalités de la région affectée ont tout simplement interdit l'accès aux plages, tout simplement parce qu'il y a des galettes de pétrole qui s'y trouvent, parce que l'eau n'est pas propre, hein, en réalité. Alors il y a des dispositifs qui ont été mis sur place, des énormes sacs pour barrer l'accès à la plage. Mais connaissant le tempérament des gens, eh bien, ces gens tout simplement escaladent ces sacs et vont quand même faire trempette dans l'eau à leurs risques et périls. À côté de ça, on a vu des initiatives spontanées avec des gens qui viennent ramasser les galettes, les choses comme ça pour les mettre dans des sacs. Bon. Mais il y a ce sujet-là qui reste, qui continue de compromettre la saison estivale pour une partie donc de ces municipalités. Et deuxième plus petite nouvelle, ce qui porte sur les réserves d'or de la Russie qui sont à un maximum jamais vu depuis 1999. La Banque centrale de Russie continue d'acheter de l'or, de thésauriser. Aujourd'hui, elle représente environ un peu plus de 36% du total des réserves de la Banque centrale. Et avec le renchérissement de l'or constaté depuis quelques semaines, alors c'est un peu moins de 1%, mais néanmoins, désormais, ces réserves s'élèvent à un petit peu moins de 250 milliards de dollars, tout compris, donc en lingots d'or, dans les réserves de la Banque centrale, à côté du yuan et de d'autres devises dont les Russes disposent. Voilà pour la partie économique. Anne, y a-t-il des questions? Non, il n'y a pas de question pour le moment, mais moi j'en ai une ou deux. Euh, pour les déclarations, disons, un peu critiques ou moins positives que d'autres déclarations, bon, celles qui ont eu lieu aujourd'hui, c'est un peu trop tôt pour savoir s'il y a des réactions, mais par exemple, Monsieur Narishkin, qui s'est montré dans ses propos un peu négatifs, entre guillemets, c'est peut-être trop fort. Est-ce qu'on a déjà eu des réactions officielles ou non officielles? À mon avis, c'est Aryeshkin dont tu voulais parler, parce que Naryshkin, c'est le SVR. Alors, lui, il s'est pas Oui, oui, prononcé. oui, pardon, excuse-moi. Non, ben, en fait, non, pour l'instant, j'ai pas relevé de contradicteurs par rapport à ces déclarations qui ont été faites dans différents contextes. Il y a des interviews accordées à des médias économiques, il y a des sessions stratégiques en région, il y a le SPIF à Saint-Pétersbourg, donc c'est des contextes très différents, c'est pas forcément les mêmes publics, mais la tonalité est intéressante à relever et ça montre aussi qu'il n'y a pas forcément un consensus. C'est vrai qu'on a toujours la tradition de dire, bah là,
c'est monolithique, c'est, vous savez, en fait non. Et on sait, mais c'est pas nouveau, qu'il y avait aussi des dissensions entre la gouverneure de la Banque centrale, Madame Nabiolina, par exemple, et le ministère Oui. des Finances sur la politique des crédits, même avant 2022, hein, avec le risque de bulle immobilière. Donc évidemment, il y a des débats entre ces gens qui s'occupent de l'économie du pays, qui sont pas forcément d'accord sur les orientations de la politique économique. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de constater que euh, il y a évidemment la nécessité de l'investissement pour faire avancer l'économie, là-dessus tout le monde est d'accord, mais l'investissement qui est consenti dans l'économie russe depuis 2022-2023 et qui fait que on a des taux de croissance qu'on a connus, je rappelle plus de 4% l'an dernier notamment, c'est des investissements qui sont massivement publics et massivement injectés dans l'industrie lourde et dans l'industrie de défense ou liée à l'industrie de défense pour les raisons que chacun comprend. Et donc, c'est une motrice très puissante pour effectivement stimuler cette croissance. Et c'est ce modèle-là qui est remis en question, qui est critiqué notamment par les déclarations que j'indiquais. Et à savoir qu'il faut un peu plus diversifier cet investissement, d'une part en termes de sources, aux investissements étrangers, et d'autre part en termes de direction vers où on envoie cet argent. Et tout ceci intervient alors qu'on est dans un contexte où on a une phase de ralentissement de l'inflation. On ne peut pas encore vraiment dire que l'économie russe est rentrée en déflation, mais on est plutôt sur une phase plateau, d'où le rabaissement d'un point du taux directeur de la Banque centrale russe il y a quelques jours, j'en avais parlé, pour accompagner cette phase. Mais on voit bien que déjà certains préparent voilà, la nouvelle, comment dirais-je, le nouvel élan qu'il faudrait donner à cette économie, à la fois vu le contexte économique peut-être déflationniste de demain, Monsieur Alechkin parle carrément de récession de l'autre côté, et peut-être si jamais les choses se passent plutôt positivement pour la Russie sur le front diplomatique, avec un réaménagement des sanctions, voire une levée de certaines sanctions dans quelques mois, en fonction là encore de ce qui adviendra en Ukraine. Bien sûr. Alors, on a une question. On entend parler de projets d'évaluation du rouble. Quels sont tes commentaires? Alors pourquoi est-ce que ce serait intéressant d'évaluer? C'est parce que le rouble est trop fort par rapport notamment au dollar, ce qui était un des deux problèmes pour le budget russe, qui reste d'ailleurs un des deux problèmes pour le budget russe jusqu'au bombardement israélien de la semaine dernière au moins, parce qu'il y avait un baril qui était trop bas et un rouble qui était trop fort. Et comme le baril est vendu en rouble, ça faisait rentrer bien moins de liquidités que initialement prévu dans la loi de budget qui a été votée à l'automne dernier qui a été revue, hein, donc je l'avais expliqué au fil de l'eau il y a quelques jours pour tenir compte de la nouvelle réalité du prix du baril. Bon. Donc, d'évaluer le rouble, bon, je suis pas économiste, mais j'ai du mal à y croire parce que là aussi, le signal envoyé serait politiquement un petit peu risqué, et surtout vu la relation aussi pour les Russes, pour le pouvoir d'achat des Russes et tout simplement la vie courante des gens. Donc, j'ai du mal pour l'instant à l'anticiper. Je suis pas certain que ce soit comment dirais-je, surtout vu les antécédents en Russie avec les années 90 et autres, hein, ça rappellerait pas les meilleures phases de leur histoire aux gens. Donc je pense pas que ce soit l'option privilégiée aujourd'hui par la Banque centrale, à mon avis, pour répondre aux enjeux que j'ai évoqués. D'accord. En ce qui concerne les investisseurs, le retour des investisseurs étrangers, tu as parlé de verrous qui seront encore là. Bon, à part effectivement ce qui paraît naturel, l'examen des conditions de départ de ces investisseurs, de ces entreprises, à quel verrou tu penses? Bon, il y en a plusieurs. Alors, je mets de côté le secteur militaire pour des raisons évidentes, mais dans tout le Non, reste ça, bien de sûr. l'industrie, de l'économie, des ETI, c'est-à-dire quand même une grande majorité, il y a, bon, je sais pas, si on prend par exemple le secteur de l'agriculture qui est assez consensuel parce qu'il n'est pas sous sanction, hein, il y a la question des semences, par exemple. Aujourd'hui, les Russes maîtrisent pas forcément toutes les technologies liées à la génétique pour optimiser les semences, pour que l'herbe ou après la céréale ou ce que vous voulez soit plus résistante à tel ou tel type, par exemple, de parasites, etc. Bon, c'est des choses qui prennent énormément de temps qu'on peut pas, comment dirais-je, substituer du jour au lendemain. Ça demande beaucoup d'investissement, de l'ingénierie, et bon, et ça jusqu'à présent, alors que la Russie reste une puissance céréalière Bien sûr.
Au demeurant, ça n'empêche pas d'être une puissance céréalière. Il y a quand même cette question des semences qui est. Alors, c'est un exemple que j'amène, mais on pourrait peut-être en citer d'autres. Merci. Alors, il y a encore une question. Est-ce que un retour des entreprises japonaises pourrait être envisagé? Alors, dans les déclarations là aussi de responsables économiques ces derniers jours, et peut-être même d'ailleurs de Vladimir Poutine, je crois, lors de son entretien avec des médias, j'ai un doute là à l'instant, mais il a été dit qu'officiellement, il n'y a aucune démarche officielle au niveau officiel qui est à entrepris. Mais en revanche, on a vu un certain nombre de signaux faibles ces dernières semaines qu'on a évoqués lors des précédents briefings qui semblent indiquer que notamment les automobilistes, les constructeurs automobiles japonais, font le nécessaire pour préparer leur retour. Voilà. On a vu notamment, on a dit, un certain nombre d'enseignes comme Toyota. On sait que Toyota a déjà entrepris un certain nombre de démarches auprès de son ancien réseau de distribution, notamment à Moscou, pour préparer le terrain. J'ai parlé pour les Sud-Coréens, c'est les Sud-Coréens qui se sont livrés. Alors eux, ils ont, que ce soit Kia ou Hyundai, hein, deux marques que tout le monde connaît bien, notamment ceux qui prenaient le taxi à Moscou, c'était quasiment tout le temps des Kia ou des Hyundai qui arrivaient quand on commandait. Eh bien, Kia et Hyundai ont ont procédé à des rappels de véhicules pour des défauts dans le moteur ces dernières semaines, mais c'est plusieurs dizaines de milliers de véhicules. Alors, ça peut paraître anodin parce que nous, on a des rappels en France ou ailleurs parfois. Alors là, en ce moment, il y a toute une polémique sur Citroën avec les Takata. Bon, mais c'est des choses qui sont normales, je dirais. Et sauf que là, dans le contexte en Russie, ça l'est pas nécessairement parce que faire un rappel de véhicule, ça veut dire qu'il y a toute une suivi sur le service. Et c'est un service de garantie qui est donc étendu jusqu'à la Russie avec changement de pièces, etc. Or, ce sont des commodités et la notion de service qui est mise sous sanction notamment. Donc, ce qui veut dire que on peut considérer que c'est anodin, on peut aussi considérer que c'est un ballon d'essai pour voir déjà comment ça se passe et comment ça passe. Ensuite, pour pouvoir plus largement revenir éventuellement dans quelques mois avec d'abord en redistribuant des véhicules, ce qui est d'ailleurs déjà le cas, je crois, j'en avais parlé pour un constructeur sud-coréen, et ensuite, pourquoi pas rouvrir dans quelques mois ou l'année prochaine ou je ne sais quand le contexte politique le permettra, des points de revente. Alors, une dernière question pour cette rubrique, et après on passe à la politique intérieure. Combien de temps pour rétablir les lignes aériennes? Bah, alors, si c'est avec la Corée du Nord, Sergei Shoigu dit qu'il espère que ça arrivera très vite. J'en parlerai tout à l'heure. Je suis pas sûr que Euh, ce soit ce qui intéresse le plus voilà, ceux qui nous regardent. voilà. Avec les États-Unis, les responsables russes ont expliqué récemment, alors je crois que c'est M. Dmitriev notamment, hein, qu'on a beaucoup vu à la manœuvre avec les Américains, que les vols directs pourraient être réactivés probablement avant la fin de l'année 2025. Je ne sais pas sur quoi il se fonde pour faire ces déclarations, probablement sur les contacts qu'il a avec certains cercles d'affaires américains. Mais parallèlement à cela, je l'avais évoqué la semaine dernière, les contacts bilatéraux russo-américains ont été mis en pause à l'initiative de la partie américaine pour le moment. Bon, écoute, si tu as encore un peu de souffle, parce qu'il te reste deux parties, on aborde la politique intérieure. Alors oui, là, ça va être un petit peu plus court parce qu'il n'y a pas eu grand-chose. J'ai relevé l'arrestation du vice-président de la section régionale du parti Yabloko à Pskov, Monsieur Lev Schlossberg, que certains peut-être connaissent de nom, qui est reconnu comme agent étranger en Russie et qui a été assigné à résidence pour 2 mois. C'est une nouvelle arrestation qui donc lui tombe dessus. Il est poursuivi au motif des discréditations des forces armées russes auxquelles il se serait livré sur des vidéos postées ensuite sur les réseaux sociaux. Lui dément en fait gérer les pages qui ont reposté la vidéo, mais j'ai pas trouvé qu'il démentait ses propos, en tout cas tenu dans la vidéo que moi-même je n'ai pas vue. Mais il a été de nouveau donc assigné à domicile pour 2 mois. Donc dans la région de Pskov. Deuxième nouvelle politique, eh bien, c'est la dissolution par la Cour suprême, enfin, Cour suprême qui confirme, excusez-moi, une décision du ministère de la Justice de liquider le parti Initiative Civile. Alors, Initiative Civile, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était le parti
de Madame Sobchak lorsqu'elle s'est présentée à l'élection présidentielle en 2018 et le parti de Monsieur Boris Nadezhdin, dont on avait beaucoup parlé lors de l'élection présidentielle de 2024, donc l'an dernier, et qui était censé être le candidat, enfin le faire-valoir d'opposition entre guillemets, pour probablement doper la participation. Alors, sauf que Mme Sobchak avait effectivement pu participer au scrutin, alors que M. Nadezhine n'avait pas pu, puisqu'au final, ses signatures n'avaient pas été validées pour qu'il puisse ensuite se présenter au vote. Mais il y avait eu tout un buzz, enfin toute une histoire autour effectivement de la collecte de ces signatures. Tout d'un coup, une montée, j'allais dire, devant les projecteurs de cette personnalité de Nadezhdin qui avait été assez intéressant à suivre, donc dans le contexte de campagne électorale, là aussi entre guillemets. Il a été ce parti a été donc liquidé à quel motif? Au motif que, eh bien, tout parti doit présenter en Russie des candidats dans les élections de la Douma, les élections gouvernementales, l'élection présidentielle, les élections locales. Et si jamais il n'y a pas de candidat présenté dans l'ensemble de ces scrutins, donc à différents niveaux et selon différents calendriers pendant 7 ans, eh bien, le parti est automatiquement liquidé. Alors, c'est un parti qui avait été fondé en 2013 par l'ancien ministre de l'économie, Monsieur Netchaïev, et qui donc va disparaître. Alors, mon interprétation de cette liquidation maintenant, parce que pourquoi maintenant? On comprend bien que le critère de 7 ans, bon, est un critère techniquement, juridiquement qui existe dans la loi, mais on comprend bien que cette possibilité de se présenter est elle-même liée à la possibilité qu'on donne ou pas à des candidats de se présenter. Donc, c'est un petit peu quand même, comment dirais-je, contrôlé. Mon interprétation, c'est que le calendrier électoral est le suivant. Là, 2026, il y a des élections à la Douma, donc dans un an, un peu plus d'un an, et ensuite 2027, nouvelle élection présidentielle, et que probablement, au sein de l'administration présidentielle, ce qu'on appelle les polittechnologues notamment, se sont probablement arrivés à la conclusion que ce projet qui servait, comme j'ai dit, à proposer des faire-valoir au moment du scrutin pour attirer les électeurs et les inciter à voter, était désormais démonétisé après les candidatures de Mme Sobchak et Nadezhdin et qu'il faut réinventer, il fallait inventer un nouveau modèle, probablement un nouveau projet pour proposer des faire-valoir pour les prochaines élections. Et c'est peut-être aussi un symptôme que le système actuel avec LDPR, Arnaud en a parlé, et le Parti communiste qui a du mal aussi à se renouveler, tout ceci semble quand même s'essouffler et qui a probablement nécessité de revitaliser cette opposition systémique, hein, comme on l'appelle, et qu'on devrait voir surgir peut-être un nouveau parti ou de nouvelles personnalités d'ici 2026-2027, en tout cas d'ici 2026 pour un galop d'essai avant 2027, qui serviront là aussi à augmenter le taux de participation, qui est en réalité la vraie intrigue au moment du scrutin présidentiel. J'ai deux encore nouvelles courtes. Un sondage Levada sur les personnalités éminentes plébiscitées par les Russes. Alors, la première personne qui arrive en tête, alors c'est un sondage publié par Levada, donc qui est considéré comme agent étranger, je rappelle, en Russie, qui a été publié le 17 juin, et qui donc indique que Staline arrive en tête avec 42%. Des itérations. Il y a plusieurs réponses qui étaient possibles, ce qui fait que quand vous additionnez tous les résultats, vous arrivez bien au-delà de 100%. Mais le premier qui arrive en tête de manière à peu près très large, c'est Staline avec 42%, mais c'est relativement en continuité avec les précédentes enquêtes menées par Levada, enfin sur le même sujet. La deuxième personnalité, c'est Vladimir Poutine avec 32%, juste devant Lénine, 28%. Et alors en fait, ce qu'on constate, c'est que les deux se disputent la deuxième place depuis en réalité plusieurs années dans cette enquête qui est menée par l'Evada de manière récurrente, alors pas nécessairement tous les ans, mais tous les 3 4 ans. Et cette fois-ci, alors la fois précédente, c'était Lénine qui était deuxième et le président russe troisième. Là, le président russe a repris la deuxième place. Donc rendez-vous dans 3 4 ans pour voir où est-ce qu'on en est. Et je terminerai avec la fortune des milliardaires russes qui a été évaluée par Bloomberg. D'après Bloomberg, les milliardaires russes ont collectivement gagné un peu plus de 22 milliards de dollars depuis le 1er janvier dernier. Le classement des 500 personnes les plus riches du monde comprend 22 Russes, dont la richesse combinée s'élève à environ 318 milliards de dollars au 1er juin. Le premier, sans surprise, c'est M. Potanine, hein, qui reste M. Vladimir Potanine, donc qui reste le russe le plus riche, avec une fortune personnelle
évalué à environ 3,8 milliards de richesse nette qui a augmenté, excusez-moi, de presque 4 milliards de dollars pour atteindre 31 milliards de dollars. Donc, il a pris plus 4 milliards de dollars depuis le 1er janvier, selon le classement, enfin l'indice de Bloomberg. Bon, donc ça va pour lui et ça va pour 22 personnes en Russie. C'est assez drôle de voir que le président Poutine a réussi à se glisser entre Staline et Lénine. Euh, c'est c'est assez drôle comme résultat de sondage. Alors, il y a une question. Est-ce que Jean Nouveau, le parti, peut considérer qu'il remplace Yabloko? Je pense pas, il n'a pas la même trajectoire, il est beaucoup plus récent, il n'y a pas la figure emblématique qu'est encore malgré tout monsieur Yavlinsky. Il a aujourd'hui 4 députés à la Douma, si je me trompe pas, ou peut-être 5, je crois que c'est 4. Et surtout, il est assez surprenant parce que au départ, il y avait une certaine attente à l'égard de ce nouveau parti. Alors une fois de plus, avec 4 députés, donc un poids quand même très relatif, puisque les députés sont quand même plutôt jeunes. On s'attendait à peut-être dans la possibilité qui est donnée aujourd'hui à la Douma, évidemment, mais de pousser des idées peut-être un petit peu plus, c'est de faire bouger les lignes. Et en fait, on s'aperçoit que ce certain nombre d'initiatives qui sont présentées, en fait, portent sur des choses où on n'attendait pas forcément gens nouveaux et qui sont plutôt d'ailleurs des initiatives plutôt conservatrices. Il y a eu la question notamment liée au port des vêtements religieux, des choses comme ça, donc qui sont évidemment clivantes qui sont des sujets délicats, controversés, sur lesquels on attend une position peut-être plus libérale de la part de gens nouveaux, et finalement, parfois, ils ont tendance à mettre en avant des choses plus conservatrices. Alors que sur d'autres initiatives, au contraire, sans trop de surprise, on a pu voir des initiatives plus libérales, mais là encore, entre guillemets, dans la possibilité qui sont offertes aujourd'hui, évidemment, par la Douma. Mais bon, plutôt donc avec un chef de file, M. Davankov, hein, qui est donc plutôt jeune, hein, donc je pense pas, non, non, que ça ait vocation à le remplacer. J'ai pas ce sentiment-là. Faudrait voir comment se reporte l'électorat, mais je pense pas qu'on puisse faire comment dirais-je, une analogie stricto sensu. Mais on passe, si tu veux bien, au morceau de finale, mais qui est un gros morceau, c'est-à-dire l'international. Oui, alors je vais commencer évidemment par le sujet brûlant du moment qui est la situation au Proche et Moyen-Orient avec les bombardements israéliens sur l'Iran et les représailles iraniennes sur Israël et surtout, enfin, quelle est l'attitude de la Russie et les perceptions russes à l'égard de ce conflit. Puisque maintenant, demain, ça fera une semaine qu'Israël a lancé ses vagues de bombardements sur l'Iran. On constate quand même que l'inquiétude domine hein, en Russie. On constate que l'inquiétude domine. Je l'avais dit, je le rappelle, la Russie a condamné hein, les frappes menées par Israël sur l'Iran et appelé à la désescalade. Euh, le président russe, enfin hier, la Russie a appelé les États-Unis à ne pas intervenir militairement dans le conflit. Ils a appelé donc comment dirais-je, à la retenue, ce qui indique donc que du point de vue des Russes, il y a de fortes chances que les Américains puissent intervenir dans les jours qui viennent militairement dans le conflit. En tout cas, quand on lit les commentaires et qu'on analyse les points de vue des observateurs, il semble dominer quand même la conviction que les Américains vont y aller à un moment ou à un autre. Il y a deuxième élément, une grosse, comment dirais-je, inquiétude à l'égard du fait qu'il puisse y avoir un scénario de changement de régime qui soit l'option retenue en Israël et donc ensuite par les Américains. Donc aller au-delà du but initial d'Israël qui était d'amenuiser, si ce n'est de détruire le programme nucléaire iranien. Ça faisait partie des cibles, à la fois les sites, mais aussi les scientifiques qui ont été neutralisés ces derniers jours. Et cette inquiétude, elle est d'autant plus palpable que les leviers des Russes sont très limités sur la situation. C'est-à-dire la Russie dispose de très peu de leviers à ce stade du conflit pour, comment dirais-je, interagir ou intervenir dans le conflit. Elle a quasiment aucun levier en fait sur Israël. Elle en a peut-être un peu plus sur l'Iran, sauf qu'aujourd'hui l'Iran envoie des signaux comme quoi il serait prêt à discuter et à des pourparlers, mais on sent quand même que les Israéliens, eux, veulent en découdre et sont pour l'instant sur vraiment scénario militaire,
d'autant plus que là aussi, peut-être que les Américains vont les rejoindre. En tout cas, quand on voit le dispositif américain qui est en train de se mettre en place dans la région, on a le droit de penser que quelque chose se prépare, hein. Quand on voit les appareils qui ont été rebasculés depuis les États-Unis via l'Europe sur le Moyen-Orient, la présence de groupes aéronavals, bon, il y a quand même un dispositif qui semble se mettre en place autour de l'Iran qui autoriserait les Américains à intervenir directement. Alors ça inquiète énormément les Russes. Pourquoi? Parce que outre le fait que, eh bien, il y a un scénario de régime change qui pourrait potentiellement, un changement de régime qui pourrait intervenir, ce serait ses conséquences, évidemment. Et là, ce qui est redouté en Russie, c'est un scénario de yéménisation, enfin de scénario similaire à ce qui s'est passé au Yémen, qui pourrait arriver en Iran avec pas forcément une dislocation, j'allais dire, du pays en tant que tel, parce que évidemment que l'Iran n'est pas la Syrie ou n'est même pas la Libye, qui est aujourd'hui de facto coupée en deux. C'est évidemment notre pays, mais néanmoins, il y a ce risque-là d'avoir un État central complètement affaibli et amorphe, et donc des forces centrifuges qui pourraient un peu plus s'exprimer. Je rappelle qu'il y a un séparatisme kurde qui est présent depuis des années, puis qu'il y a d'autres ethnies présentes sur le territoire iranien. Donc, et avec donc des contre-coups possibles pour le Caucase du Sud, le Caucase du Nord et l'Asie centrale, pour ne parler que ces deux régions-là, parce que ça pourrait aller au-delà, et en Europe, on est bien placé pour le savoir. Donc une très forte inquiétude. Et d'autre part, la lecture qu'on voit, c'est aussi qu'on peut retenir à ce stade, c'est que eh bien, la force, finalement, au final, l'emporte sur les mécanismes de discussion, les plateformes diplomatiques qui sont mises en place, les pourparlers qui sont lancés, puisque les Israéliens ont même éliminé les négociateurs iraniens qui étaient censés se retrouver à Oman quelques jours après le 15, hein, donc euh, en début de semaine. Ils ont été purement et simplement éliminés lors de frappes iraniennes. Donc finalement, le recours à la force reste, ça on le savait, mais finalement, en tout cas à ce stade du conflit, reste une donnée déterminante dans les rivalités de puissance, surtout dans cette région-là. Donc, pour l'instant, c'est ce que j'ai constaté. Alors, la Russie pourrait avoir un rôle à jouer, cela dit, en tant que médiateur. Je rappelle que Donald Trump n'est pas, semble plutôt ouvert à cette idée-là. Vladimir Poutine a proposé ce rôle de médiation, mais à ce stade du conflit, elle n'a pas sa place. C'est très, très difficile d'intervenir. En revanche, si jamais les Israéliens arrivent à la conclusion que la campagne de frappe a porté ses fruits, que le régime est toujours en place, alors s'ouvrira probablement une campagne d'accalmie, enfin une phase d'accalmie, dans laquelle il y aura des discussions qui vont s'engager. Et là, la Russie pourrait avoir un rôle à jouer, mais actuellement, ça ne semble pas être le cas. Avant que tu passes à un autre thème de l'international, une question, quelles seraient les conséquences d'un changement de régime iranien sur le corridor logistique Inde-Iran-Russie? Alors ça, c'est le gros projet porté par la Russie depuis quelques années. Alors même si c'est un serpent de mer en fait depuis des décennies, qui a vraiment été mis en œuvre depuis maintenant quelques années avec du ferroviaire, donc du rail, de la route. Euh, donc là, il y aura évidemment un gros point d'interrogation sur la pérennité de ce projet. Disons qu'il faudrait regarder, la situation sécuritaire. Est-ce que, à l'extrême, scénario extrême, on se trouve dans le cas de l'Afghanistan, avec vraiment une situation sécuritaire hors de contrôle et extrêmement dangereuse, dans laquelle toute possibilité d'investissement, sans même parler de l'envoi d'équipes d'ingénieurs, etc., est complètement hors sujet, ou est-ce que on n'a pas une situation sécuritaire aussi dégradée, mais une situation sécuritaire relativement maîtrisée? À ce moment-là, il faudra regarder quelles sont les autorités qui prennent le pouvoir et qui le tiennent surtout, et dans quelle mesure les Russes arrivent à reconstruire avec eux une relation. En général, là-dessus, les Russes sont pas trop mauvais. On l'a vu en Syrie, même si pour l'instant le vent est en train de tourner, mais depuis décembre, ils ont réussi non seulement à nouer un dialogue avec les nouvelles autorités, mais à le maintenir, même si là, depuis quelque temps, les choses se compliquent. Euh, donc là, on pourrait imaginer qu'avec l'Iran, ça a pu être le cas. Alors si jamais on a un retour des monarchistes, de la monarchie iranienne. Je rappelle qu'à l'époque, quand même, à la grande époque de la guerre froide, avant la révolution islamique, l'URSS avait d'excellentes relations avec le Shah d'Iran. Ça n'a pas empêché qu'ils aient de très très bonnes relations. Et derrière, l'URSS ensuite a eu des relations très compliquées d'abord avec la République islamique, mais ensuite, depuis 91, quand l'URSS s'est cassé la figure, la Russie derrière a noué des relations très fécondes avec Téhéran, même s'il y avait évidemment toutes les non-dits
sur lequel j'ai pas le temps de m'étendre. Donc, il y a quand même un pragmatisme qui fait que les Russes pourraient peut-être arriver à nouer des relations, mais dans quelle mesure derrière ce pragmatisme peut déboucher sur des projets concrets, ça c'est un gros point d'interrogation, bien évidemment. Surtout qu'il n'y avait pas que le corridor Nord-Sud, il y a des projets dans l'énergie qui étaient éventuellement évoqués, mais qui aujourd'hui paraissent évidemment en suspens. Merci pour Non. cette réponse. Je poursuis sur le deuxième gros sujet, qui est où est-ce qu'on en est de la situation entre Russes et Ukrainiens. Alors, depuis ce qui s'est passé lundi, à savoir les échanges de corps, rien de vraiment nouveau. Il y a eu un nouvel échange de prisonniers aujourd'hui. J'ai pas réussi là aussi à trouver le nombre comme je l'avais expliqué pour lundi dernier, on avait des difficultés sur les prisonniers, à savoir vraiment à quoi s'en tenir sur le nombre de personnes échangées. Euh, donc, un nouvel échange de prisonniers. Deuxième élément, M. Medinsky, donc, qui est négociateur en chef russe, a eu un contact avec ses, euh, ses homologues ukrainiens, puisqu'ils sont, le russe et l'ukrainien sont en train de préparer la prochaine rencontre, le troisième tour de discussion à Istanbul. Il y a une date qui est évoquée, qui est celle du 22 juin, donc dans 3 jours, manifestement. On verra si jamais elle se confirme ou pas. Et autre élément, Monsieur Kit Kellogg, donc qui est l'envoyé spécial américain pour la Russie et l'Ukraine, est attendu à Minsk ces jours-ci, donc chez Monsieur Loukachenko, qu'il devrait rencontrer. Alors ça, c'est intéressant, puisqu'il n'y a plus aucun haut responsable américain qui s'était rendu en Biélorussie depuis 2020. Et le dernier, c'est Monsieur Pompeo, Monsieur Mike Pompeo, je ne sais pas si vous en souvenez, sous la première administration Trump, qui avait d'abord dirigé la CIA et qui ensuite avait été basculé comme secrétaire d'État. Il avait été envoyé donc en cette qualité de secrétaire d'État en février 2020, donc sur la fin de la première administration Trump, pour rencontrer M. Loukachenko. Et là, donc pour M. Kellogg, on imagine bien que le sujet sera l'Ukraine et peut-être voir dans quelle mesure Minsk, Biélorussie, M. Loukachenko pourrait jouer un rôle. Il joue de fait déjà un rôle. Je rappelle que les échanges de prisonniers et de corps ont lieu via la Biélorussie, hein, notamment. Donc, dans quelle mesure il pourrait y avoir peut-être un rôle plus important à jouer pour Minsk sur ce sujet-là. Alors, de l'autre côté, j'allais dire du spectre, M. Trump a dissous, d'après les éléments rapportés par Reuters, hein, une task force qu'il avait lui-même créée au début du printemps et qui était chargée d'élaborer une stratégie de pression sur la Russie pour contraindre les Russes à d'abord discuter avec les Ukrainiens et puis accéder ensuite à un deal, un fameux deal. C'était un task force interagence, donc on trouvait à la fois des gens du Trésor, des gens des services, des gens du département d'État, etc. Toutefois, la raison d'être de cette task force semble s'être évaporée au fur et à mesure que Donald Trump a de moins en moins cru, ou croit de moins en moins, à la possibilité de contraindre la Russie à signer quoi que ce soit par la coercition, en quelque sorte. Et donc, cela a conduit tout simplement au démembrement, à la dissolution de cette task force. Et encore un point là-dessus, comme je l'indiquais tout à l'heure au détour d'une question, M. Ushakov, donc le Sherpa de Vladimir Poutine pour la politique étrangère, a confirmé le fait que les contacts russo-américains sur la normalisation des relations bilatérales ont été mis en pause à la demande de la partie américaine. J'avais parlé lundi des propos de Mme Zakharova, porte-parole du MID, donc confirmé par M. Ushakov, et ça, tout simplement, s'est mis en pause. Alors, on pourrait imputer ça au contexte international, ce qui se passe au Proche et Moyen-Orient, peut-être, mais en réalité, il se passe ce qu'on avait évoqué cet hiver dans nos briefings, c'est que ils peuvent avancer dans la normalisation des relations bilatérales, mais à un moment donné, ils ne peuvent pas échapper au principal écueil qui est le sujet de l'Ukraine. Et ils ne peuvent pas avancer beaucoup plus loin dans la normalisation sans régler cette question ukrainienne. Et c'est probablement ça qui a fait que ce groupe enfin, ces contacts ont été mis en pause. Plus rapidement sur le G7, puisque j'en avais parlé là aussi lundi, sans surprise, pas de déclaration finale conjointe sur l'Ukraine, puisque les Américains ont fermement refusé d'adopter une tonalité critique pour condamner la Russie, ce qui a empêché tout simplement la production d'un communiqué commun. Donald Trump s'est alors un petit peu illustré comme toujours. D'abord, il est parti prématurément du G7. Il n'est resté que lundi, n'est pas resté pour la réunion de mardi. Ça a donné lieu d'ailleurs à, vous savez, à la petite controverse avec Emmanuel Macron au sujet de ce départ prématuré de Donald Trump. Il a reproché aux pays du G7 et pas à ses dirigeants
présents, puisque c'était pas eux qui étaient aux affaires à ce moment-là, mais d'avoir expulsé la Russie du G8 suite à l'annexion de la Crimée en 2014. Et selon Donald Trump, si les Russes étaient restés dans le G8, eh bien, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. Donc, c'est une lecture très trumpienne des relations internationales, mais c'est dans la continuité, je dirais, des déclarations précédentes qu'on lui connaît. Monsieur Zelensky, lui, était bien présent donc au G7. Il misait sur une rencontre en tête-à-tête avec Donald Trump qui n'a donc pas eu lieu. Alors, cela dit, il n'est pas reparti les mains complètement vides de Canada Ski soutenait le G7, puisqu'il est reparti avec un prêt de 1,5 milliard octroyé par le Canada pour l'aide à la reconstruction du pays, d'une part, et d'autre part, la même somme en aide militaire, donc octroyée par Ottawa, qui, je rappelle, donc avait assume la présidence du G7, et donc accueilli à ce titre-là cette réunion en début de semaine. Et donc, je vais terminer sur la visite de Sergei Shoigu en Corée du Nord. Alors, c'est intéressant parce qu'il s'y est rendu il y a une quinzaine de jours, début juin, j'en avais parlé. Il est allé là en mars dernier, il y a 2 mois. Là, il y est revenu cette semaine. Et suite à sa visite, il y a eu principalement deux annonces, bon, et trois, on va dire. La principale, à savoir la Corée du Nord, va envoyer en Russie 1000 démineurs et 5000 ouvriers militaires pour reconstruire la région de Koursk, hein, suite à l'arrêt des combats lié à la reprise de contrôle du territoire par les forces russes aidées donc des troupes nord-coréennes, hein, comme ça a été publiquement admis au 9 mai. Tout ça, alors ça c'est évidemment intéressant, c'est la question de la force de travail. Et on l'avait évoqué lorsqu'on a vu se renouer les relations entre Pyongyang et Moscou. On s'est dit, mais finalement, qu'est-ce que la Corée du Nord peut avoir à offrir à la Russie, outre des obus et des systèmes d'armement? Et j'avais évoqué la question de la force de travail. Alors au départ, on se disait, c'est peut-être des gens qui vont partir sur les chaînes de montage pour faire des obus et autres. D'ailleurs, c'est peut-être le cas, on n'en sait rien. Mais là, ça va être la force de travail pour reconstruire les zones qui ont été donc sinistrées par les affrontements. Le deuxième élément qu'on retient de cette visite, eh bien, c'est la politique mémorielle, puisque des monuments à la mémoire des combattants nord-coréens vont être édifiés un peu partout dans la région de Koursk, hein, en mémoire donc de leur contribution aux opérations qui ont conduit à la reprise de contrôle de Koursk par les forces russes. Et troisième élément, Sergei Shoigu évoquait cette question des vols directs à laquelle je faisais allusion tout à l'heure. Alors, étant entendu que les liaisons ferroviaires directes doivent reprendre là très prochainement, mais au-delà des régions frontalières de la Corée du Nord, il pourrait y avoir un train entre Pyongyang et Moscou qui reprendrait après des décennies d'arrêt. Et la question de la reprise des vols directs, en revanche, est toujours sur la table, mais elle n'est pas encore, comment dirais-je, tranchée. Ces vols directs qui sont interrompus depuis 30 ans entre la Corée du Nord et la Russie. Voilà pour ce chapitre. Écoute, merci beaucoup, Igor. Il faut espérer que les vols directs entre la Russie et d'autres pays ne vont pas être interrompus pendant 30 ans. Mais bon, merci beaucoup à tous. Je vous rappelle que vous avez toujours pour vous informer les briefings. Le prochain sur la situation internationale, c'est lundi 23, si je ne me trompe, à 17h30 heure de Moscou, 16h30 heure de Paris. Vous avez la hotline pour les sociétés membres de la CCIFR. Et puis, vous avez les newsletters euh, pour vous informer. Eh bien, merci à tous et à très bientôt.